Bona tarda a tothom. Començaré dient que, de fet, hauríem començat amb puntualitat suïssa. Aquests 4 minuts i mig d'endarreriment són culpa meva, sincerament. Voldria agrair aquest vespre la presència, sobretot, de dues persones. Una, el professor Claude Auxerre, que m'ha permès fer aquesta introducció en català perquè diu que ell coneix el seu currículum. Vol dir que és veraç, que no penso pas que sigui el cas de tots els currículums que circulen. Gràcies per haver vingut. I el senyor cònsol general de Suïssa, Pascal de Coster, que ha sigut el gran artífex d'aquesta conferència i amb l'ajut del qual hem pogut convèncer el senyor Auxerre de venir fins a Catalunya per parlar del Jura. Aprofito, senyor cònsol general, per fer una observació que potser el tranquil·litzarà una mica. Un mitjà digital català ahir al vespre va imprimir un petit article, va treure una petita entrada, penseu que es diu això, parlant de l'acte d'aquest vespre, i el títol era l'Ateneu Barcelonès i el Consolat General de Suïssa es demanen si el model de la Jura és exportable a Catalunya. Llavors, jo volia dir que Suïssa és una gran potència exportadora, però que l'objectiu avui no és pas comercial ni polític, sinó que és històric. El que volem és una cosa que aquí, a casa nostra, malauradament i sobretot darrerament no es fa gaire, que és senzillament veure quins són els fets i després cadascú podrà treure'n les conclusions que vulgui en qüestions polítiques. Em permetré fer la presentació del professor Auxerre, molt breument en català. El professor Auxerre és el que aquí diríem llicenciat en Filosofia i Lletres, va estar investigador al Consell Nacional de la Recerca Científica a París del 94 al 95, es va llicenciar va escriure la seva tesi de doctorat l'any 97. Votre directeur de thèse s'appelle Piton, dur, Piton, Francis Piton, com la SERP, és el seu director de tesis. Va escriure una tesi sobre les qüestions, el rerefons intel·lectual de la qüestió del Jura, analitzant sobretot les relacions entre França i la Suïssa francòfona entre el 1910 i el 1950. Un cop doctorat va esdevenir assistent de càtedra doctorat a la Universitat de Friburg, que és on també va ser els seus estudis, fins l'any 2000. Després va esdevenir mestre assistent fins a l'any 2003, professor associat del 2003 al 2009 i ara és professor ordinari d'Història Contemporània amb especialització en la història de les relacions intel·lectuals, de relacions intel·lectuals, i ha escrit una sèrie de llibres que no m'he memoritzat, em sap greu, però que trobareu al full de fets que hem repartit a l'entrada. I llavors ja no parlo més, dono la paraula al professor Auxerre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ratting. Je suis très honoré d'être parmi vous ce soir, ici à l'Athénéum. Tout d'abord, j'aimerais m'excuser de ne parler ni le catalan ni l'espagnol, et donc je vais m'exprimer en français. Je vous remercie de m'écouter dans ma langue maternelle. J'aimerais aussi remercier au début de cette conférence, évidemment, les responsables de l'Athénéum, avec Stéphane Ratting qui est à mes côtés, mais aussi les membres du consulat suisse ici à Barcelone, le consul général Pascal de Coster, M. Rittmann, son adjoint, qui m'ont fait un très bon accueil. Et donc je me réjouis de parler ce soir de la question jurassienne devant vous, de l'évoquer en historien, puisque c'est mon métier. J'enseigne donc l'histoire contemporaine à l'Université de Fribourg. C'est vrai que je me suis beaucoup intéressé à la question jurassienne, vu mes origines, puisque moi-même, je suis né dans ce qui allait devenir, car je suis né avant la constitution du canton du Jura, ce qui allait devenir le 23e canton suisse, dans la région de Porrentruy. Et donc, dans mon adolescence, je peux suivre un peu ces événements politiques qui se déroulaient sous mes yeux. Et comme étant intéressé par l'histoire, par l'aide politique, je ne pouvais qu'être amené à traiter plus à fond de cette question de minorité nationale. Évidemment que vous êtes intéressé à entendre parler du Jura ce soir dans le contexte des discussions qu'il y a actuellement en Catalogne autour de l'autonomie, de l'indépendance. Il est toujours intéressant de pouvoir comparer des événements, des faits, de comparer des situations différentes également et de pouvoir en discuter. Moi, je n'entrerai pas dans la discussion politique catalane contemporaine, bien entendu, c'est
ni de mes compétences, ni de, finalement, des raisons de ma présence ce soir. Je suis venu vous parler d'une question historique qui a tenu en haleine la Suisse durant une bonne partie du XXe siècle, qui a également interpellé le fédéralisme suisse qui s'est trouvé face à une question de minorité nationale à résoudre, et ceci depuis la Première Guerre mondiale jusque quasiment à nos jours, puisque vous le savez, à la fin de l'année passée, le 24 novembre 2013, les citoyens du Jura et du Jura bernois ont été appelés une fois de plus aux urnes pour décider de l'avenir de leur région dans un cadre cantonal réunifié ou non. Et la réponse des Jurassiens bernois a été non. Donc pour l'instant, même si le processus n'est pas achevé, on va en rester avec l'actuel canton du Jura, formé de 3 districts. Je vous donne là déjà des éléments assez précis, mais j'aimerais évidemment introduire de façon plus large le contexte de cette aventure du Jura, appelons-la comme ça, puisqu'elle va traverser tout le XXe siècle. Et je pense qu'il est aussi intéressant de comprendre la question jurassienne, qui est une question qui touche un relativement petit nombre de gens. Le canton du Jura actuellement est composé de 70 000, 70 000 habitants. C'est évidemment très peu en comparaison même de la région de la Catalogne. Mais à l'échelle suisse, c'est tout de même une population non négligeable. Et c'est aussi intéressant de comprendre ce problème du Jura, non seulement comme un microcosme, comme la question d'une petite région qui évoluerait un peu en vase clos avec ses propres problèmes, mais de bien comprendre que le problème jurassien fait partie d'un contexte plus vaste autour de la question de l'indépendance ou non du Jura, de la création d'un nouveau canton. On va voir qu'il y a toute la question du régionalisme, du nationalisme qui se développe dès la Première Guerre mondiale, entre les deux guerres également, avec la question du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Il y a également toute la question de l'idéal de libération qui va agiter l'Europe et même le monde après la Seconde Guerre mondiale, avec les phénomènes de décolonisation qui vont aussi influencer l'avenir et la destinée de cette région jurassienne. Et puis dans les années 1960-1970, on verra également que des mouvements contestataires qui agitent la jeunesse, avec évidemment le phénomène de 68 qui va toucher la Suisse avec un temps de retard, c'est souvent le cas, mais dans les années 70, c'est aussi un mouvement qui touche, un mouvement de contestation qui touche l'ensemble de la Confédération. Cela va influencer aussi l'évolution de la question jurassienne et lui donner un caractère plus révolutionnaire qui va bousculer justement l'équilibre fédéral et pousser la Suisse à intervenir dans le règlement de cette question. Tout cela se passe dans le cadre de la Confédération suisse. Vous savez que la Suisse est divisée en cantons qui ont des pouvoirs importants et qui sont souverains en bien des points. Et donc, l'idée des Jurassiens qui souhaitaient créer eux-mêmes un canton n'était pas du tout de sortir de la Confédération helvétique, même s'il y a eu quelques velléités chez quelques intellectuels très francophiles qui ont pu influencer, ou en tout cas qui sont venus sur le tapis au cours du développement de la question jurassienne. L'énorme majorité des gens et des Jurassiens voulaient faire reconnaître ces droits d'une minorité qui avait une langue différente au sein du canton de Berne, qui avait aussi une religion différente pour bon nombre de gens de celle du canton de Berne, qui était protestante. Les Jurassiens catholiques étaient aussi très nombreux, et qui avaient des intérêts économiques et la défense d'une société qui voulait aussi être reconnue. Et ces Jurassiennes et ces Jurassiens pensaient que le meilleur moyen de pouvoir faire valoir finalement leurs droits, d'avoir le droit de décider, c'était aussi de créer un canton
et ainsi de pouvoir influencer leur destinée et sortir de leur position de relative périphérie au sein du canton de Berne et au sein de la Confédération. Voilà une petite carte qui peut vous aider à situer un peu les choses. Je crois que malheureusement sur la grande image qui s'affiche devant vous, les couleurs sont moins bien sorties, mais là vous voyez tout en haut de cette carte en rose un peu plus foncé, un peu plus grisé sur la carte, les 3 districts qui forment le canton du Jura. Sur la gauche, la partie la plus foncée, c'est le canton de Neuchâtel, et puis en rose en gris, pardon, très clair, c'est l'ensemble du canton de Berne, avec tout au nord la frontière française, puisque le canton du Jura a directement une frontière avec le territoire de Belfort et la région du Doubs qui l'aborde à l'ouest. Juste à l'est du canton du Jura, il y a Bâle, une des villes très importantes en Suisse alémanique. Et le petit appendice que vous voyez à droite un peu plus foncé, c'est le district de Laufon, qui était un district et qui est toujours un district de langue allemande et qui a été impliqué, lui également, dans le problème jurassien pour rallier finalement le canton de Bâle-Campagne. Voilà pour situer un peu le cadre géographique. Sur cette carte-là, qui est plus ancienne mais qui est intéressante, vous voyez un petit peu mieux de quelle manière se présentent les districts jurassiens. La France, qui est indiquée sur cette carte, et les cantons suisses voisins de Neuchâtel, de Berne et de Soleure, Bâle à l'est du Jura. Et puis là, les districts qui composent cette région jurassienne. Donc le district est la circonscription administrative qui est en dessous du canton, et il y a encore un échelon inférieur qui sont les communes qui composent ces districts dans la Confédération. Je ne vais pas aller dans trop de détails, mais vous voyez un peu mieux maintenant de quelle partie de la Suisse on parle et où vont justement se dérouler ces débats autour de l'émergence du problème jurassien. Un rappel historique, ce problème jurassien, il démarre, si l'on veut, en 1815. C'est la date du Congrès de Vienne, et en 1815, on va rattacher l'ancien évêché de Bâle, qui était un territoire d'empire, de l'Empire romain germanique. On va le rattacher au canton de Berne, suite à une décision des puissances qui sont réunies à Vienne pour régler les conflits des guerres napoléoniennes qui ont eu lieu durant toute la période de la Révolution et d'après la Révolution française. Et c'est un ancien évêché de Bâle, c'est intéressant, a constitué lui-même, avant d'être attaché au canton de Berne, une partie du territoire français, puisqu'il a été département du Mont-Terrible, tel qu'on l'appelait à l'époque, une époque très romantique, où on qualifiait donc ces régions de noms un peu fleuris, et puis au département du Haut-Rhin, avant que, à l'issue des conflits de ces guerres napoléoniennes, on le rattache au canton de Berne, suite à un processus de négociation que je ne vais pas détailler, mais en gros, Berne était assez satisfait d'obtenir cette nouvelle partie de territoire, puisque le canton de Berne venait de perdre les territoires d'Argovie et de Vaud, qui étaient devenus des cantons indépendants. Donc, à partir de là, la région jurassienne où l'on parle français, où l'on est catholique dans les 3 districts du Nord, Porrentruy, Delémont et les Franches-Montagnes, puisque la réforme a pénétré dans les districts du Sud, Moutier, Courtelary et La Neuville. Le Laufonnais est aussi catholique. À partir de là, donc, cette région de langue française, avec des confessions
différentes, est rattaché au canton de Berne. Et ce mariage, qui est quelque part un mariage un peu de raison, va être émaillé de tensions et de conflits au cours du XIXe siècle. Je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que c'est assez long à expliquer. Et d'autre part, ce n'est pas vraiment le propos de la conférence, puisque la question jurassienne, telle qu'on en parle parmi les historiens et telle qu'on l'entend habituellement, elle est concentrée au XXe siècle, plus particulièrement à partir de 1947, après la Seconde Guerre mondiale, c'est où elle éclate véritablement au niveau populaire. Je vais vous en parler un peu avant, à partir de la Première Guerre mondiale, mais sachez qu'au XIXe siècle, il y a déjà des tensions qui caractérisent les relations entre la région jurassienne, l'ancien évêché de Bâle, et le canton de Berne. C'est des tensions essentiellement sur le terrain politico-religieux. Les plus connues, ce sont celles qui vont avoir lieu durant la période du Kulturkampf. Donc ce combat qui est mené en particulier en Allemagne par Bismarck sur le terrain des relations entre l'Église et l'État, dans l'idée de plus soumettre l'Église au pouvoir d'un État libéral. Et dans ce sens-là, ce Kulturkampf va également toucher la Confédération suisse et va provoquer des tensions, puisque les catholiques jurassiens se sentiront brimés, avec effectivement des difficultés à faire valoir leurs droits religieux durant cette période 1870-1875, où on aura une expulsion d'un évêque, de congrégations religieuses et des fortes tensions politico-confessionnelles qui vont marquer ces relations entre Berne et le Jura. Alors c'est intéressant parce que ça va laisser des ressentiments assez forts dans la région jurassienne, et en particulier ce conflit du Kulturkampf va faire partie quelque part d'un ressentiment chez les catholiques jurassiens, puisque tous les droits des catholiques ne seront pas rétablis avant 1945, les droits sur les fêtes religieuses, etc. Et cela va alimenter une bonne partie du milieu séparatiste jurassien, donc ces revendications confessionnelles qui vont ressurgir après la Seconde Guerre mondiale. Tout ça sociologiquement pour vous dire qu'une bonne partie, mais pas tous, des milieux séparatistes jurassiens, une bonne partie venait de personnes de confession catholique. Mais après ces tensions du XIXe siècle, le premier moment où véritablement démarre la question jurassienne, avec un comité qui va vouloir prôner la séparation de la région jurassienne avec le canton de Berne, c'est la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale, donc, qui voit là aussi de fortes tensions apparaître entre les confédérés. On a parlé d'un fossé moral entre Suisse francophone et Suisse germanophone durant ce premier conflit mondial. C'est peut-être des fois un peu exagéré, mais en tout cas, il y avait des sympathies très différentes entre les Suisses par rapport aux belligérants. Les Suisses étaient neutres, vous le savez, mais neutres en tant qu'État ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir des opinions, et les opinions des Suisses romans étaient très différentes de celles des Suisses alémaniques durant ce premier conflit mondial. Et ça s'est marqué particulièrement dans la région jurassienne. Qu'est-ce qu'on pouvait lire, par exemple, dans la presse jurassienne des années 1914-1918 ? C'était ce genre de petits mots croisés que malicieusement glissait entre les informations, à qui le succès. Vous voyez que la victoire parle soit des généraux alliés, français ou anglais, et du côté de la défaite, le mot a été composé avec les noms des leaders politiques ou militaires des empires centraux, du Kaiser jusqu'à l'empereur François-Joseph, etc. Donc tout ça pour vous dire que le Jura est une zone où se note particulièrement cette animosité contre les puissances des empires centraux, avec une francophilie qui est très forte dans cette région, comme dans l'ensemble de la Suisse romande. Il y a des caricatures aussi
qui vont apparaître à ce moment-là dans la presse jurassienne ou être publiées dans les cartes postales. Là, on en voit une qui est assez intéressante à détailler, puisqu'elle montre des épisodes qui vont toucher directement la région jurassienne, qui se trouve donc très proche de l'Alsace-Lorraine. Les combats, on entend les tirs et les canons depuis la région jurassienne à cette époque-là. Et il y a parfois des incursions d'avions qui vont pénétrer sous le territoire suisse, par erreur ou non, on ne le sait pas trop, mais en tout cas des avions allemands notamment qui vont lâcher des bombes sur Porrentruy, et les troupes suisses mobilisées, composées aussi de Jurassiens, ne vont pas pouvoir toujours riposter parce qu'elles n'avaient pas de munitions suffisantes. Il y a toute une polémique qui surgit à l'époque et qui est relayée par la presse. Et c'est à cet égard que fait allusion cette caricature où vous voyez un soldat qui ne peut pas tirer sur l'avion allemand qui lâche sa bombe, et la population de la région lui dit « mais tirez donc ». Tout cela pour vous dire aussi, sous le regard d'un épisode particulier, que non seulement le Jura se trouve pris dans ces tensions entre belligérants, avec des sympathies francophiles et pour les Alliés très nettes, mais qu'il est aussi, vu sa situation géographique, très proche des combats et très concerné par ce conflit mondial. Ce n'est donc pas un hasard si c'est durant ce conflit que vont surgir les premières revendications des séparatistes jurassiens. Et un comité pour un canton du Jura va se constituer en 1917. Il est mené par quelques intellectuels, ce sont essentiellement des journalistes, quelques écrivains qui vont se mobiliser en disant finalement pourquoi est-ce que le canton du Jura, comme d'autres peuples, d'autres minorités, n'auraient pas le droit aussi de se constituer en canton pour mieux se faire reconnaître. Nous voulons l'autonomie, c'est ce que proclame ce comité. Et pour ça, on s'appuie aussi sur la déclaration du président américain Wilson, qui a proclamé, vous le savez, en 1917, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Et ces idées sont relayées par ce comité séparatiste jurassien, qui a des appuis en Suisse également, jusqu'à certains intellectuels qui mettent en avant l'esprit national helvétique, un esprit fédéraliste. Il y a en particulier un fribourgeois qui s'appelle Gonzague de Reynold, qui va soutenir ces revendications séparatistes à ce moment-là. Mais ce mouvement va faire finalement long feu assez rapidement, parce qu'il ne parvient pas à obtenir une assise populaire suffisante. Et là, il y a aussi tout un mouvement anti-séparatiste qui va assez rapidement se mobiliser du côté du canton de Berne, où on s'inquiète de voir ces Jurassiens finalement réclamer l'autonomie. Et on va développer une contre-propagande qui va là aussi influencer l'échec de ce premier mouvement séparatiste. Là aussi, toujours cette précision importante, on est toujours dans le cadre évidemment suisse. Et il ne s'agit pas à ce moment-là pour les séparatistes jurassiens de revendiquer un rattachement à la France. On s'affirme en même temps membre de la Confédération. On est on est aux frontières de la Confédération, et l'image de la sentinelle que vous voyez ici, telle qu'elle est représentée dans beaucoup d'ouvrages, de revues et dans la presse de l'époque, est une image qui va beaucoup frapper les Jurassiens, qui va symboliser en quelque sorte aussi leur caractère helvétique. Et la Suisse va tout faire pour que ce caractère helvétique du Jura soit maintenu et soit promu. Après la guerre, vous voyez notamment qu'un sculpteur du canton de Neuchâtel, Charles Le Platonnier, va tailler dans le granit une fameuse statue d'une sentinelle que l'on va placer au sommet d'un col jurassien, le col des Rangiers, qui sépare la région de Porrentruy et de Lémont, et qui symbolise en quelque sorte la garde des frontières
dans la région jurassienne durant la Première Guerre mondiale. Cette sentinelle, elle est intéressante à évoquer parce qu'elle symbolise elle veut symboliser le caractère suisse des Jurassiens durant la Première Guerre mondiale. Et par la suite, durant le conflit jurassien, elle va cristalliser les passions comme un symbole et dans les années 60, être remise en cause, on va dire dans les milieux séparatistes, finalement, pourquoi est-ce que cette sentinelle suisse a été érigée là? Pourquoi est-ce qu'on l'a tournée vers la France, contrairement à ce que l'on voit sur cette carte postale? Alors là, il y a des polémiques symboliques qui valent ce qu'elles veulent, mais enfin, dans le contexte du séparatisme et de ces luttes, c'était quelque chose de très fortement interprété. Et finalement, on va aller jusqu'à la mettre à bas. Les activistes séparatistes jurassiens vont détruire cette sentinelle en tant que symbole de l'armée suisse mobilisée, en tant que symbole d'une Suisse que l'on ne veut plus reconnaître comme garante, si l'on veut, des droits des minorités, vu que l'on se sent mal reconnu dans le Jura. Donc vous voyez que c'est une première étape dans le développement de cette question jurassienne. Cette question jurassienne, elle va ensuite entrer dans une phase, durant l'entre-deux-guerres, qui est une phase plutôt, disons, de mise en retrait. On n'en parle plus beaucoup, si ce n'est au cours des années 20, dans un contexte plus large, qui est l'idée que les Suisses romans, finalement, dans leur ensemble, vivent mal dans la Confédération, sont en situation de minorité et qu'ils doivent prendre garde au danger de germanisation d'une Suisse alémanique qui les menace et d'une Suisse centraliste qui ne peut pas leur faire valoir tous leurs droits. Alors, ces idées-là, cette question romande, elle va se développer dans les années 1920-1930. Elle ne va pas toucher seulement le Jura, mais aussi le canton de Vaud, Neuchâtel. Et c'est ce qu'on appelle un peu le romandisme ou le nationalisme roman va se développer avec des idées qui viennent de France et qui sont véhiculées par un nationalisme très marqué à droite, voire à l'extrême droite, qui est le nationalisme de l'Action française, dirigé par Charles Maurras, et qui va influencer passablement d'intellectuels en Suisse romande. Voyez ce que l'on dit, par exemple, dans certains écrits sur le Jura, comme celui de ce journaliste qui publie un livre « Marche du Nord » en 1930. S'il s'agit de la race, la nôtre, la culture, la nôtre, alors la Roracie, c'est-à-dire le Jura avec une référence romaine, est dressé et les Latins y sont dans un bastion. Ce bastion n'est plus solide, les lézardes s'élargissent et le danger, il vient d'où? Des Germains qui envahissent. La défense latine est ébranlée dans ses marches. Donc c'est un nationalisme anti-germanique qui prône des idées très fondées sur la grandeur ou la pureté de la langue française et de la latinité, telle qu'on les trouve dans l'Action française, et qui va toucher également la région jurassienne dans ces années de l'entre-deux-guerres. Vous me direz, est-ce que c'est qu'un combat finalement et une discussion qui porte sur des éléments culturels? Non, puisque durant les années de l'entre-deux-guerres, on a la grande crise de 1929 qui va toucher également la Suisse, là aussi avec un petit temps de retard, mais tout de même de façon importante. Et les régions jurassiennes, qui sont des régions où il y a beaucoup d'agriculture, certes, mais aussi une industrie importante, en particulier dans le secteur horloger et de la microtechnique, vont se trouver dans une situation difficile, ne vont pas se sentir toujours aussi soutenues qu'elles le souhaiteraient par le canton de Berne et les subventions que développe l'État cantonal pour soutenir les régions touchées par la crise. Et c'est dans ce sens-là aussi qu'on va se mobiliser dans le Jura pour faire valoir davantage de droits à défendre son tissu économique et à combattre la crise qui touche la région. Il y a à ce moment-là une association qui s'appelle l'Association pour la défense des intérêts du Jura qui se met en place dans les années 30 et qui va être
particulièrement active. On parle presque un petit parlement jurassien pour tenter de faire valoir et de mettre en avant davantage les droits économiques de la région jurassienne. Voilà, il faudra néanmoins attendre l'après-guerre, je l'ai dit, pour que le problème jurassien surgisse à un niveau populaire. Pourquoi ? Parce que durant les années de guerre, vous pouvez bien l'imaginer, on ne peut pas se permettre en Suisse de parler d'une éventuelle sécession cantonale. Le temps est à l'union sacrée. On va se regrouper face à la menace d'invasion qui touche le pays, face aux pressions des États totalitaires, l'Allemagne nazie et les États fascistes en particulier. Et donc toute cette mobilisation va faire que les revendications séparatistes vont passer nettement au second plan. On est dans une ambiance d'union sacrée, de défense générale du pays. Et là, le Jura est aux premières loges, puisqu'on voit ici dans les rues de Porrentruy défiler les troupes suisses qui sont mobilisées aux frontières. Là aussi, c'est pour vous montrer le caractère très suisse de cette région jurassienne, qui reçoit même la visite du général Guisan. Vous aurez remarqué comment le Jura est une avancée en quelque sorte dans le territoire français, et peut-être qu'il faut savoir que la défense de la Suisse était prévue essentiellement dans un périmètre alpin durant la Deuxième Guerre mondiale. C'était la stratégie du réduit national. On pensait défendre le pays au niveau des Alpes. Et là, les populations du Jura n'étaient pas très rassurées parce que qu'est-ce que ça signifiait ? Ça signifiait qu'on allait laisser entrer les éventuels envahisseurs et ne défendre le pays que par la suite. C'est pour ça que, justement, le général Guisan et les autorités militaires du pays viennent dans le Jura pour réconforter les populations face à cette menace d'abandon. Mais la guerre pour les Jurassiens, c'est aussi un moment, et c'est là aussi important pour comprendre l'éclatement du problème après la Seconde Guerre mondiale, c'est un moment où la francophilie, donc le sentiment de solidarité avec la France qui est envahie dès 1940, va se développer particulièrement fortement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des armées françaises et polonaises qui vont se réfugier sur le territoire jurassien. Vous en avez une image ici, à partir de la défaite de 1940, et ces événements sont vécus et ressentis très fortement par les populations du Jura, qui développent un sentiment de solidarité avec la France très net. Des réfugiés, il y a des réfugiés militaires, des Français, il y a aussi évidemment des réfugiés juifs, vous le savez, qui eux ne seront pas bien accueillis, souvent refoulés, et ce qui restera pour la Suisse une tâche dans son attitude durant la Seconde Guerre mondiale qui sera discutée encore durant de nombreuses années après, jusqu'à la fin du XXe siècle. Francophilie, c'est aussi l'idée d'une résistance spirituelle qui se développe aussi dans le Jura pour aider la France qui est envahie et pour l'aider à maintenir un certain esprit d'indépendance et de résistance. Et là, vous voyez qu'une maison d'édition, il y en a plusieurs en Suisse romande, mais il y en a une qui s'appelle Aux Portes de France, va voir le jour en 1943 et publier notamment des poèmes français écrits en Suisse au temps de l'exil et être active jusque dans les années d'après-guerre. Cela pour vous montrer que parmi les gens qui créent ces maisons d'édition, on va retrouver bon nombre d'intellectuels qui vont militer ensuite pour la séparation la création d'un canton du Jura, aussi par ce sentiment très francophile qu'ils ont développé, mais francophile au niveau culturel, pas au niveau politique. On veut défendre la culture française et le meilleur moyen, c'est de l'exprimer au sein d'un canton indépendant. Intéressant, juste en passant, de relever qu'un ouvrage comme l'Histoire spirituelle des Espagnes du chanoine Carles Cardo, qui était réfugié en Suisse durant cette période, a été publié également aux Ports de France. Ce sont donc des milieux qu'on pourrait qualifier de chrétiens résistants, ouverts et relativement progressistes qui
sont actifs dans cette maison d'édition et qui accueillent des publications d'auteurs français, mais également d'auteurs venant d'autres pays comme le chanoine Cardot, vous le voyez. Donc, à partir de ce moment-là, les conditions sont à peu près réunies au sortir de la guerre pour que puisse s'exprimer davantage le sentiment d'autonomie des Jurassiens. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où la libération de la France se fait en 1944-45, il y a beaucoup de Jurassiens qui vont se sentir emportés en quelque sorte par cet idéal de libération et qui vont dire, voilà, c'est le moment où le fédéralisme que l'on voit agir un peu partout en Europe, de façon, il y a toute si on veut, une reviviscence du fédéralisme dans l'après-guerre, peut aider à résoudre notre problème d'identité et notre problème d'autonomie. Peut nous aider aussi, quelque part, à combattre les menaces de germanisation que l'on note dans le Jura. Voilà la couverture d'un ouvrage qui s'appelle « Comment on germanise le Jura », qui va paraître en 1947 et qui dénonce un danger pour la région jurassienne d'être soumise à une germanisation, puisqu'il y a beaucoup d'immigrés alémaniques, de paysans qui viennent s'installer dans la région du Jura Sud de Tramelan, qui ne s'assimilent pas, et on ouvre des écoles allemandes, et cela fait réagir beaucoup les Jurassiens. À partir de ce moment-là, il manquait finalement juste un peu une étincelle pour que, face à ces menaces de germanisation, face au sentiment de francophilie qui a été exacerbé durant la guerre, n'éclate la question jurassienne. Et cet éclatement, il vient d'une maladresse du canton de Berne, puisque en septembre 1947, un conseiller d'État socialiste jurassien qui s'appelle Georges Meucli, donc un représentant du gouvernement bernois de l'époque, se voit refuser l'attribution d'un département important, le département des travaux publics et des chemins de fer, sous le prétexte qu'il est de langue française et qu'il ne pourra donc pas bien comprendre les véritables intérêts du canton de Berne, à majorité alémanique. Alors, maladresse, c'en est une, et grief contre les Jurassiens, c'en est un également, qui est ressenti comme tel par les populations. Et il y a 2000 personnes qui, très rapidement, vont se rassembler à Delémont pour protester contre cet acte du Parlement bernois qui veut écarter un francophone d'une position de pouvoir importante. Il faut savoir aussi que la région jurassienne, elle est périphérique dans le canton de Berne, et puis les chemins de fer, c'est une question importante. Les questions de développement de communication automobile également sont souvent laissées un peu pour compte dans la région. Et on comptait sur ce représentant au gouvernement bernois pour faire avancer les choses. Et voilà, on l'écarte de ce département. C'est l'affaire dite l'affaire Meucli, qui va être l'étincelle qui fait éclater la question jurassienne en 1947. À partir de ce moment-là, on entre dans une phase de mobilisation. Des gens, des intellectuels dont j'ai parlé, vont réunir des comités et tenter de mobiliser les populations. Parmi eux, il y a des journalistes, il y en a dans le nord et dans le sud du Jura. Les plus connus, ce sont Roland Béglin, qui a collaboré à cet ouvrage « Comment on germanise le Jura », et Roger Schafter, qui est un autre intellectuel qui écrivait beaucoup dans les journaux de Porrentruy de l'époque. On va les retrouver dans un mouvement séparatiste jurassien qui se constitue et qui va se structurer durant les années 50 en se dotant d'un organe de propagande, le Jura Libre, dont vous voyez ici un exemplaire qui date d'un peu plus tard et qui va être un organe particulièrement combatif qui va sans cesse mettre sur le devant de la scène les revendications des Jurassiens et leur volonté de former un nouveau canton. C'est évidemment une phase d'organisation et
de propagande qui va mobiliser à l'inverse les gens qui sont aussi nombreux et qui sont contre la séparation du Jura et qui veulent le maintien de la région dans le canton de Berne. Ce sont les antiséparatistes qui, eux, se dotent d'un organe qui s'appelle le Jurassien et qui, eux, évidemment, militent avec souvent l'appui du gouvernement bernois pour le maintien du Jura dans le canton de Berne. Alors on est là dans une phase, les années 1950, où on utilise toutes les ficelles du droit suisse et de la politique suisse pour soit faire valoir les revendications à l'autonomie, soit les contrer. C'est des luttes d'experts sans fin entre juristes, il y a des avis de droit qui sont demandés. Ce sont des luttes aussi d'expertise économique. Un nouveau canton impossible à vivre, à être viable pour certains, au contraire, pour d'autres. Et finalement, le mouvement séparatiste jurassien, qui va devenir le Rassemblement jurassien, va lancer une initiative législative cantonale. Vous savez qu'en Suisse, on a la possibilité de lancer une initiative au niveau fédéral, mais aussi au niveau cantonal. Et c'est ce que va faire le Rassemblement jurassien pour poser une question aux Jurassiens et aux Bernois également en 1959. Il s'agit là un peu de se compter et de savoir si l'on va pouvoir aboutir à la création d'un canton. Cette question, c'est: acceptez-vous l'initiative du Rassemblement jurassien qui demande l'organisation d'un vote consultatif dans les 7 districts jurassiens? Donc on ne pose pas tout de suite la question acceptez-vous l'idée d'un nouveau canton, mais acceptez-vous une initiative qui va pouvoir faire organiser un vote successif sur la question de l'autonomie. Et cette initiative va mobiliser beaucoup d'énergie et finalement aboutir à un échec pour le Rassemblement jurassien, non seulement dans le canton de Berne, dans l'ensemble du canton c'était prévisible, 78% de non, mais et là, c'est plus problématique pour le Rassemblement jurassien. Il y a 52% de non sur l'ensemble des 7 districts du Jura et du Jura bernois. Enfin, à l'époque, on a parlé de Jura bernois, pardon. Et puis, 50,4% si on compte que les districts francophones, donc si on exclut le district germanophone de Loufon. C'est donc une défaite pour le Rassemblement jurassien qui pensait pouvoir récolter à cette occasion une majorité. Mais comme souvent dans des questions liées aux minorités, si on prend l'exemple du Québec, si on prend l'exemple du Jura, on voit qu'une consultation populaire n'est pas finalement définitive et souvent la question est relancée sur d'autres bases. Et c'est ce qui va se passer après quand même un bon temps de réflexion. Les séparatistes jurassiens ont pris quand même un certain coup sur la tête suite à ce refus, vont devoir se réorganiser et changer en quelque sorte de tactique pour faire reconnaître leurs idées et faire avancer leurs causes. Juste en parenthèse, un élément qui peut être aussi intéressant, c'est que dans le Rassemblement jurassien, on trouve des gens de tous les partis politiques. Il y a d'emblée une volonté dans le mouvement séparatiste de se situer au-dessus de la vie politique partisane pour rassembler le maximum de gens. C'est aussi un mouvement qui est constitué dans les années d'après-guerre. Il y a le Rassemblement du peuple français avec De Gaulle et le Rassemblement jurassien. C'est aussi l'idée de ne pas mobiliser uniquement des démocrates chrétiens ou uniquement des socialistes ou quelques radicaux, donc de ne pas diviser ce mouvement entre les partis traditionnels. Et ça va être une ligne continuelle qui va être mobilisée qui va être celle des séparatistes jurassiens. Mais que va-t-on faire après 1959 pour faire avancer tout de même la cause des jurassiens et des séparatistes? Alors il y a un changement de tactique, et en particulier sous l'influence de Roland Béglin, qui est celui qui est le plus en pointe dans la défense de la langue française, non sans avoir une idée très haute, liée
à certaines influences maurassiennes de la pureté de la langue française. Ça l'amènera même à être hostile à la cause de l'indépendance de l'Algérie durant le conflit entre l'Algérie et la France, parce que la France, c'est tellement important qu'on ne peut pas penser que des Algériens puissent obtenir l'indépendance. Là, il y aura pas mal de conflits entre lui et d'autres socialistes jurassiens qui ne sont pas d'accord avec lui à cette époque, mais il faut le savoir et il faut le dire. Et avec cette idée de l'importance très forte du facteur linguistique, il va mettre ça en avant et développer des idées de fédéralisme ethnique qui devraient justifier l'idée d'un séparatisme jurassien. Alors il va s'entourer d'experts et puis lancer l'idée que finalement c'est le lien de nationalité qui prévaut sur le lien de citoyenneté et qu'on pourrait imaginer une Europe où une fédération linguistique regroupant tous les gens de langue française pourrait voir le jour, les Français, les Wallons, les Romans, les Jurassiens, les Valdôtains, etc. Et ce sont ces idées du fédéralisme ethnique qui sont mises en avant dans les colonnes du Jura libre, notamment durant cette époque. Ça, c'est un premier changement de tactique et ça va beaucoup inquiéter la Suisse, la Confédération. La Confédération, elle vit dans un consensus qui veut qu'on soit un État pluriculturel, qui ait le moins de tension possible entre alémaniques francophones et italophones. Et on peut le voir jusqu'au scrutin les plus récents, on est toujours très inquiet et très prudent lorsqu'on voit se dessiner des fractures entre les communautés linguistiques du pays. Et là, les thèses de Béglin, même si elles ne sont pas partagées par beaucoup de jurassiens, il faut le dire aussi, beaucoup de gens sont sceptiques, elles vont inquiéter la Confédération et elles vont commencer à pousser la Suisse à regarder d'un peu plus près ce qui se passe du côté du Jura. Parce que le canton de Berne fait ce qu'il peut, tente certaines médiations, fait quelques gaffes, mais ne réussit pas à résoudre son problème de minorité. Donc la Suisse va être forcément amenée à regarder d'un peu plus près ce qui se passe dans le Jura. Et ça aussi d'autant plus que les Jurassiens, une nouvelle génération de militants dans les années 60, plus combatifs, plus idéalistes, plus révolutionnaires aussi, vont dire qu'il faut en quelque sorte faire un électrochoc à la Suisse, la remettre en cause, parler du Jura à l'extérieur des frontières de la Confédération, et c'est comme ça qu'on se fera entendre et qu'on va pouvoir résoudre le problème. Donc il y a toute une série de manifestations qui vont se mettre en place durant cette période, en particulier les manifestations qui entourent cette fameuse sentinelle des Rangiers, voyez là en 1964, où des militants séparatistes se réunissent autour de cette statue. 1964, c'est l'anniversaire, les 25 ans de la mobilisation de 1939. En Suisse, on a célébré les mobilisations. Voilà, et donc on se retrouve devant cette sentinelle avec un conseiller d'État bernois, un représentant du gouvernement bernois, et puis un conseiller fédéral, un représentant du gouvernement fédéral. Manifestation des séparatistes qui disent, voilà, cette Suisse-là qui ne nous reconnaît pas, on n'en veut pas, cette armée-là, on n'en veut pas non plus. Vous savez qu'il y a aussi un élément antimilitariste qui se développe à ce moment-là dans la jeunesse jurassienne. On appellera des objecteurs patriotes, ceux qui ne veulent plus servir l'armée suisse en tant que jurassiens, parce que finalement, ils ne sont pas reconnus comme citoyens, et donc ils estiment qu'ils peuvent poser leur sac devant le palais fédéral, quitte à faire de la prison, en signe de désobéissance civique. Ça va beaucoup inquiéter aussi la Confédération, d'autant plus que les jurassiens n'y vont pas de main morte. On va couper les câbles des micros du Conseil fédéral. Il y aura quelques coups de drapeau même qui seront échangés. Et vous imaginez que dans un pays où on veut régler les conflits de manière pacifique, on commence à beaucoup s'inquiéter. Alors la violence, elle restera heureusement essentiellement symbolique. Il y a peu d'événements très violents qui touchent le conflit jurassien. Cette violence symbolique, elle sera surtout le fait de groupements de jeunes, en particulier le groupe Bélier, dont vous voyez ici un défilé
autour du bélier médiéval qui symbolise finalement l'avancée rapide et définitive et le coup de massue que veut procurer cette jeunesse à la cause jurassienne. Ces béliers, ce groupe d'action, va multiplier les coups d'éclat pour attirer l'attention en Suisse et en Europe sur le problème jurassien. Alors, au championnat du monde de hockey sur glace, dans un match, je crois, de la Tchécoslovaquie et l'URSS, des militants séparatistes jurassiens, sous l'œil des caméras du monde entier, jettent une cinquantaine de pucks aux couleurs jurassiennes pendant le match sur la glace. Panique chez les joueurs, que se passe-t-il, quels sont ces pucks aux couleurs jurassiennes? On est obligé de parler de ce qui se passe et donc d'alerter l'opinion publique internationale sur ce problème. On va aussi occuper par exemple l'ambassade l'ambassade de Suisse à Paris, en suspendant aux fenêtres des calicots jurassiens et des revendications. On va pénétrer dans le palais fédéral pour distribuer aux parlementaires suisses également des revendications des séparatistes jurassiens. Bref, cette nouvelle manière d'interpeller l'opinion n'est pas habituelle en Suisse. Elle va créer un état de nécessité politique et on est là dans une ambiance quasiment révolutionnaire, une révolution certes tranquille, un peu comme celle qui se passe au Québec dans ces années-là, mais tout de même des positions contestataires, antimilitaristes, révolutionnaires d'une jeunesse nationaliste, mais plus marquée à gauche cette fois-ci, qui revendique la création d'un canton. Et vous voyez sur cette diapositive, c'est une des fêtes du peuple jurassien à Delémont, où on voit des affiches comme « Liberté du soulèvement », qui est un slogan quand même très marqué par son époque aussi, qui apparaissent avec environ 30 à 40 000 personnes qui se rassemblent pour faire valoir les revendications séparatistes. Tout cela va pousser la Confédération à réagir et à mettre en place une commission de bons offices, donc la volonté d'une médiation fédérale. La Confédération veut régler le problème surgi entre le canton de Berne et sa minorité jurassienne et va écouter les différents représentants séparatistes, antiséparatistes et bernois dans cette commission, essayer de trouver une solution par une voie démocratique. Et ce sera, après beaucoup de discussions qui vont durer pratiquement 2 ans, l'idée d'ajouter un article constitutionnel dans la constitution bernoise. C'est l'additif constitutionnel de 1970 qui va prévoir des consultations successives pour finalement décider si oui ou non on va créer un canton du Jura. Alors ça va se faire de manière successive et en cascade, ces plébiscites, ce sont des votations donc, qui mobilisent les populations jurassiennes, à qui on va tout d'abord demander si on veut faire partie d'un nouveau canton du Jura dans l'ensemble. Et puis ensuite, pour que vraiment les droits des minorités soient respectés jusqu'au bout, une fois que tout le monde aura voté dans l'ensemble, si les districts, donc les circonscriptions d'un niveau plus bas, veulent encore faire valoir leur avis et décider autrement, on leur permettra également de voter. Et même aux communes qui seront situées sur les frontières, sur ces nouvelles frontières issues des premiers plébiscites, on va également leur donner la possibilité de rejoindre, si elles sont sur la frontière et qu'elles ont un autre avis que leur district, de rejoindre l'autre canton. C'est ce qu'on appelle ces plébiscites en cascade qui vont se dérouler entre 1974 et 1975. Ce sont des années cruciales pour la création du canton du Jura. Le premier plébiscite, c'est le 23 juin 1974. Voulez-vous faire partie d'un nouveau canton du Jura ? 52% de oui sur l'ensemble des 7 districts. C'est une surprise. On ne s'attendait pas à ça. Et là, c'est une fête qui va durer environ 2 à 3 jours dans la région jurassienne. Je vous passe les détails pour célébrer cette création d'un canton. Alors, à partir du moment où on acceptait la procédure plébiscitaire,
On est pratiquement sûr qu'on allait vers un nouveau canton, puisque dans les 3 districts du Nord, la majorité était nette pour une séparation. Mais on pensait que d'abord on allait dire non, puis que finalement c'était les gens du Nord qui allaient se séparer. Eh bien non, c'est sur l'ensemble des 7 districts que l'on dit oui. Alors il y a une claire différence, 74% dans les districts francophones du Nord, 34% dans les 3 districts du Sud francophones et 26% seulement dans le district germanophone de Laufont. Voilà ce que ça donne à l'issue de ce premier plébiscite où les oui majoritaires sont marqués en sombre chez vous, c'est en rouge chez moi, je m'excuse. Et donc, à l'issue de ce premier plébiscite, on va donner la possibilité aux districts de faire entendre aussi leur voix. Voulez-vous que votre district continue à faire partie du canton de Berne? Évidemment, si l'on prend les résultats des districts du Sud, 34% de oui uniquement, on peut bien imaginer que l'opinion est différente dans ces districts. Et donc on donne la possibilité aux gens de s'exprimer. Là, il faut dire qu'il y aura un très fort débat entre ces 2 plébiscites. Parce que finalement, c'est aussi toute la question de l'unité du Jura qui est posée. On risque un éclatement de cette entité jurassienne et il y aura un mouvement pour maintenir l'unité du Jura qui sera lancé. Des gens qui sont un peu, disons, ni séparatistes ni antiséparatistes, mais qui sont attachés à l'idée historique de l'ancien évêché de Bâle et d'une unité jurassienne. C'est le mouvement pour l'unité du Jura qui dira il faut arrêter, on a voté maintenant, il faut discuter et peser le pour et le contre d'un éventuel éclatement du Jura avant de tout de suite voter derrière. Mais ces gens ne seront pas entendus. On peut juger comme on veut, mais ça va prolonger quand même passablement le développement de la question jurassienne encore pendant pas mal d'années. Et très rapidement, les gens des districts du Sud qui ont été minorisés vont réclamer un deuxième vote. Et là, évidemment, c'est un oui très net pour se maintenir dans le canton de Berne de la part des districts du Jura Sud. 3e plébiscite, septembre-octobre 1975. Pour les communes qui sont à la frontière de ces districts, qui voudraient rejoindre l'autre canton, vous voyez qu'on va dans la subtilité. Voulez-vous que votre commune continue à faire partie du canton de Berne? Il y a 14 communes situées sur la frontière qui vont participer, des résultats assez stables. L'important, c'est de noter que Moutier, qui est une ville importante des districts du Jura Sud, souhaite de peu, à 54% de oui, de rester dans le canton de Berne. Il y a 8 communes qui vont rejoindre le canton du Jura et 2 communes du district de Lémont, donc dans le futur canton du Jura, qui vont demander de rejoindre le canton de Berne. Voilà les derniers ajustements suite à ces plébiscites de 1975. Alors là, c'est la phase où la tension est la plus vive dans le canton du Jura et dans le Jura bernois autour de ces plébiscites, en particulier en 1975, autour de Moutier. C'est là qu'il y a des violences qui vont éclater, des violences assez fortes avec des manifestations, des échauffourées dans la ville de Moutier, l'intervention de la police bernoise et aussi représentant la police fédérale qui vont intervenir, et puis on aura des arrestations, des blessés, etc. Il y aura, pas à ce moment-là, mais tout près de dans les années 75 également, je crois, une victime dans le Jura, d'un jeune homme qui voulait mettre un drapeau jurassien sur le fait d'une maison, qui sera abattu par un militant antiséparatiste, sans peut-être l'intention de le tuer, mais usage d'une arme à feu. Donc vous voyez qu'on est là dans une conjoncture de violence, et puis très tendue, qui montre que certainement on va là jusque dans le détail du processus démocratique, au plus près de la volonté des gens, mais que dans ce contexte-là, on risque aussi parfois d'exacerber les tensions quand ça se joue à quelques voix près et quand les propagandes sont vraiment
très active. Et c'est ce qui se passera lors de cette troisième volée de plébiscite. Il est intéressant de comparer finalement les plébiscites des années 59 à ceux des années 74 pour constater qu'il y a toujours une fracture entre le nord et le sud du Jura, qu'on est passé tout de même d'une majorité de non, 52%, 59% non à l'idée de constituer un nouveau canton, à une majorité de oui en 1974, et que l'évolution la plus nette, c'est dans les districts de Moutier et de Delémont qu'elle est nette. Vous le voyez sur ce graphique comparatif, où là, on a nettement dans le district de Moutier, on passe de 34% à 43% en faveur de la création d'un nouveau canton, et dans le district de Delémont, de 71 à 79% entre 1959 et 1974. Donc c'est dans ces deux villes que la progression se fait le plus nettement. Voilà pour ce qu'il en est de ces votes qui vont déboucher donc, puisque c'est ce qui est prévu par le processus constitutionnel qui a été accepté par les militants séparatistes, par le canton de Berne, et qui doit être ratifié également par l'ensemble de la Confédération, et ça c'est très important. Une fois que les gens ont décidé de créer un nouveau canton, de se séparer, il faut encore que l'ensemble des confédérés, l'ensemble des autres cantons suisses et de la population suisse soient d'accord avec ce changement qui touche la constitution de la Confédération helvétique. Et donc le 24 septembre 1978, on a un vote dans l'ensemble de la Confédération. Est-ce que vous êtes d'accord d'accepter dans l'Alliance fédérale un nouveau canton, le canton du Jura? Et là, le vote sera très majoritairement positif. Je vous propose, juste pour vous mettre un peu dans l'ambiance de cette époque, de vous passer un tout petit extrait d'une émission qui couvrait les événements du 24 septembre 1978, ce qui se passait à Delémont et l'annonce de la création du canton du Jura. Ça dure 3 minutes. C'est François Lachat, le futur président du gouvernement du canton du Jura, que l'on va entendre. Citoyennes, citoyens, victoire! 22 cantons. Dès aujourd'hui, 23 cantons contre 0. Et 82% contre 18 nous ont acceptés dans l'Alliance fédérale. L'Assemblée constituante de la République et canton du Jura prend acte avec une grande satisfaction du vote du peuple et des cantons suisses qui viennent d'entériner massivement l'acte d'autodétermination du peuple jurassien ainsi que les travaux de l'Assemblée constituante. L'ultime obstacle vient d'être surmonté pour que notre État devienne un canton de la Confédération. Plus aucune entrave de nature formelle ne pourra désormais freiner l'essor de cet État que les Jurassiennes et les Jurassiens ont voulu avec passion et pour lequel ils ont lutté. Ce combat est finalement couronné de succès. Nous tenons à remercier tous ceux qui, dans cette dernière phase, nous ont apporté leur concours. Nos remerciements vont plus particulièrement aux autorités fédérales, aux gouvernements cantonaux et aux comités d'action. Ils s'adressent bien sûr à vous, chers concitoyens et concitoyennes, qui avez œuvré sans relâche pour que s'accomplisse le destin du Jura et qui avez participé massivement au scrutin. C'est un peuple debout qui enfin entre dans l'Alliance fédérale.
positif de la population des 7 districts jurassiens. Le 23 juin 1974, la procédure plébiscitaire a conduit à l'éclatement du Jura ancestral. En ce jour, un pas décisif a été franchi dans le règlement de la question jurassienne. Nous tenions à saluer tous les Jurassiens, ceux du Sud comme ceux de l'extérieur, qui se réjouissent avec nous de l'accession du Jura au rang d'État confédéré. Nous leur savons gré des efforts qu'ils ont déployés eux aussi pour obtenir un vote fédéral positif. Le peuple jurassien, une nouvelle fois, a affirmé sa volonté d'indépendance. Il lui appartient maintenant d'aménager la liberté reconquise, de donner à la République et canton du Jura le rayonnement dont une constitution moderne a posé les principes, et cela tout en restant fidèle aux idéaux qui lui ont permis de modifier le cours de l'histoire. Voilà, ça c'est l'hymne national des Jurassiens qui est chanté à l'issue de cette manifestation là, pro-racienne. Voilà pour l'ambiance très chaude de cette journée du 24 septembre 1978. Alors je vais arriver aux conclusions puisque finalement la question jurassienne et son règlement définitif n'interviendra pas à ce moment-là. Vous avez entendu François Lachat qui est à ce moment-là président de l'Assemblée constituante du Jura, c'est-à-dire il y a une assemblée qui va rédiger une constitution pour le nouvel État cantonal, constitution qui sera reconnue comme progressiste en bien des points, avec le vote accordé aux citoyens dès l'âge de 18 ans en matière cantonale, l'instauration d'un bureau de la condition féminine, la possibilité pour un canton de développer en quelque sorte une politique extérieure avec un service de la coopération qui sera actif dans ce canton du Jura. Et cette social-démocratie jurassienne qui se met en place à ce moment-là va aussi maintenir l'idée possible d'un dialogue avec les Jurassiens bernois qui ont souhaité rester dans le canton de Berne. Alors là aussi, il y a beaucoup de tensions qui vont encore être successives à la création du nouveau canton du Jura. Et puis, une fois de plus, la Confédération va s'occuper du problème. Et comme il y a toujours beaucoup de difficultés que certains Jurassiens du canton de Berne ne sont pas satisfaits de leur sort, on va mettre sur pied une assemblée interjurassienne, encore une solution imaginée dans le cadre confédéral pour résoudre totalement le problème jurassien, qui va être active dès 1994 pour essayer de faire dialoguer les Jurassiens du nouveau canton avec les Jurassiens bernois et de voir ce qu'il est possible d'imaginer comme avenir commun ou non entre ces populations. Alors là, je ne vais pas être trop long sur ce processus, mais c'est de ce processus qu'est sorti le vote finalement du 24 novembre 2013. On a commencé à discuter entre Jurassiens et Jurassiens bernois de choses très banales, de l'évacuation des ordures à la gestion des hôpitaux, en passant par l'organisation de concerts ou de manifestations culturelles, parce qu'il fallait bien parler et négocier sur des choses très pragmatiques pour arriver à vraiment s'entendre. Et puis finalement, on a dû quand même imaginer un avenir institutionnel commun possible. Et c'est là-dessus que l'on s'est mis d'accord entre les gouvernements du canton du Jura, du nouveau canton, et le gouvernement bernois, sous l'autorité de la Confédération et avec son accord, pour en arriver à une déclaration d'intention qui organisait ce vote du 24 novembre dernier, où les questions étaient posées différemment
aux citoyens du canton du Jura et à ceux du Jura bernois. Il s'agissait d'une modification constitutionnelle pour le canton du Jura, avec l'idée de création éventuelle d'un nouveau canton, et pour ceux du Jura bernois, la question était de poser, est-ce que le gouvernement bernois doit envisager un processus pour créer un nouveau canton qui couvre les territoires du Jura bernois et du canton du Jura. Alors il fallait qu'il y ait un oui dans des deux côtés pour qu'on imagine alors à nouveau une constituante qui aurait dû se mettre au travail pour créer cette nouvelle entité cantonale. Et la réponse a été non chez les citoyens du Jura bernois, 71%, c'est très, très net, plus net que l'on pensait. Ça veut dire qu'il n'y a eu pas beaucoup d'évolution des mentalités et des opinions entre fin des années 70 et 2013. Ça veut dire aussi qu'on liquide à ce moment-là peut-être le dernier processus de cette cascade plébiscitaire entamée dans les années 1970 avec ce vote de 2013 qui marque toujours la différence entre les Jurassiens du Nord qui étaient prêts à accepter le Jura bernois. Ça non plus, ce n'était pas évident. On avait un État qui fonctionnait plutôt bien, avec des difficultés évidemment, mais on était prêt à changer la donne et à accueillir les gens du Jura bernois, mais ceux-ci n'en voulaient pas. Puis la nouveauté, c'est quand même Moutier, qui cette fois dit oui, la ville de Moutier, au processus pouvant amener à rejoindre un nouveau canton. Et comme on aime bien la difficulté en Suisse, donc Moutier a la possibilité dans les 2 ans à venir de réclamer un nouveau vote pour rejoindre le canton du Jura, ce qui à mon avis, elle va très probablement faire. Donc vous voyez que c'est une question Jurac et Juraras qui tourne et qui retourne dans la marmite confédérale. Et est-ce qu'elle est définitivement réglée? La question jurassienne, je pense que oui. Mais l'avenir des régions jurassiennes, dans la Suisse, dans l'Europe de demain, avec de nouvelles formes de fédéralisme qui peuvent se dessiner également à un niveau plus général, là, il y a des portes qui restent ouvertes. Et finalement, c'est intéressant de les discuter et de les imaginer dans un cadre démocratique quand les populations sont mobilisées et quand il y a un certain intérêt civique pour de telles questions. Voilà pour cet exemple de la question jurassienne qui vaut ce qui vaut, qui est un processus historique dans le cas de la Confédération qui est intéressant à suivre sur quasiment tout le siècle, je pense, pour en saisir un peu la portée historique. Voilà, merci de votre attention et je suis évidemment ouvert à vos questions. Merci professeur Roser pour une présentation fascinante avec des traits d'humour qu'on apprécie particulièrement. On a un petit quart d'heure pour des questions. Y a-t-il des questions? Avant de donner lieu à des questions, je dois encore corriger une erreur que je commise au début de cette présentation, c'est de ne pas remercier le membre de l'Athénée qui a eu l'idée de cet acte, qui est Anna Merlik, qui est une politologue. Je ne l'ai pas vue dans la salle, mais c'est elle qui a eu cette idée de discuter du cas du Jura. Ah voilà, elle est là. Donc merci Anna. Qui effectivement donne beaucoup à penser. Bon, alors monsieur, s'il vous plaît, Bonjour. Bonjour. La Suisse, c'est une confédération ou une fédération? L'appellation confédération helvétique est juridique ou historique, s'il vous plaît? Alors, la Suisse, depuis 1848, est un État fédératif, c'est-à-dire que cet État rassemble différents cantons qui ont des pouvoirs assez étendus et qui acceptent tous de faire partie donc, d'une alliance fédérale, d'un État fédératif avec chacun une constitution, donc des éléments juridiques qui règlent les rapports entre les cantons et l'État fédéral. Alors, avant 1848, puisque cette structure institutionnelle a aussi une histoire, on n'en était pas à un État fédéraliste,
fédératif, mais à une confédération d'États où là, les cantons avaient encore plus de pouvoir. Et c'est finalement depuis 1848 que la Suisse moderne, telle qu'elle a été créée à ce moment-là, a avancé avec cette structure. Avant, on avait une diète fédérale au XVIIIe siècle qui rassemblait des cantons dont le pouvoir était important, mais où l'État fédéral était plus faible. Mais à partir de ce moment-là, et entre 1848 et 1874, on a encore une évolution constitutionnelle qui va se faire aussi dans l'idée d'un renforcement de l'État fédératif avec la mise en place d'une armée de milices au niveau fédéral, avec également des droits populaires qui vont petit à petit s'étendre, un droit d'initiative, de référendum, donc une démocratie semi-directe qui va se mettre en place. Donc je dirais que c'est un processus historique, c'est un équilibre aussi entre les pouvoirs de la Confédération et des cantons qui peut évoluer, qui peut se discuter suivant les périodes et les contextes dans lesquels on se trouve. Et là, par exemple, la Deuxième Guerre mondiale est révélateur, puisque là, l'État fédératif va prendre beaucoup plus de pouvoir dans un contexte de tension internationale, avec un régime de plein pouvoir qui va être donné à l'État fédéral, et les cantons vont être un peu en retrait. À d'autres moments, les droits cantonaux apparaissent plus en avant. Et donc, je répondrai à votre question un peu en disant que oui, c'est un processus historique, mais on est quand même dans la même ligne depuis 1848 maintenant en Suisse, avec cet État fédératif, et puis c'est réglementé au niveau de la Constitution fédérale et au niveau des constitutions cantonales. Y a-t-il d'autres questions? Francesc. Je félicite Monsieur le Consul de son excellent exposé. Et je voudrais poser deux petites questions. Au sujet des compétences, est-ce que tous les cantons de la Suisse ont les mêmes compétences ou non? En concret, la sécurité sociale, l'enseignement et les impôts appartiennent au canton ou appartiennent à la Confédération? Alors oui, grosso modo, tous les cantons ont les mêmes compétences. Au niveau des impôts, on paye des impôts pour les cantons, pour les communes également. Et il y a un impôt fédéral qui est également requis, l'impôt fédéral direct. Donc on paye, suivant si vous changez de commune, de domicile, vous allez changer de régime d'impôt, etc. Au niveau des assurances sociales, là, on n'a pas un régime d'assurance unique qui est d'une sécurité sociale à la française qui régit la prévoyance sociale en Suisse. C'est un système de caisse privé qui est pour l'instant en place, donc avec un régime de concurrence entre celles-ci, et puis les gens peuvent souscrire à telle ou telle caisse d'assurance suivant leur situation particulière, etc. Ça se fait au niveau individuel. Et donc, voilà ce que je pourrais répondre à ce niveau-là. Mais les compétences des cantons, je pense qu'on peut dire qu'elles sont égales, avec des représentations, gouvernement, parlement, etc., police cantonale, éducation également, avec des cantons qui ont des institutions universitaires, d'autres qui n'en ont pas. Là, alors, il y a peut-être des différences à noter, puisqu'on ne peut pas prévoir dans chaque canton des institutions universitaires. Ça ferait 23 ou 23 universités en Suisse, ce n'est pas le but. Donc là, il y a aussi des réglementations qui font que les cantons universitaires qui reçoivent par exemple des étudiants venant d'autres cantons reçoivent également, vu qu'ils offrent un service d'éducation supérieure à ces cantons, reçoivent également une contribution financière des cantons non universitaires. Donc il y a un jeu d'équilibre aussi financier qui permet une égalisation un peu des charges à ce niveau-là.
des systèmes de péréquation. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais voilà pour le tableau général. Oui, la question c'est qu'est-ce qui se serait passé si, dans la consultation pour l'ensemble de la Fédération suisse, la réponse à la consultation aurait été non à l'acceptation d'un nouveau canton du Jura? Oui, bonne question. Et je pense que c'est une question qui a pas mal trotté dans la tête des dirigeants de la Confédération à l'époque. Parce que là, c'était à peu près à coup sûr le risque d'une crise confédérale très grave. Et le spectre ou le fantôme d'une sécession possible était, je ne veux pas dire qu'il était agité, mais il était quand même présent dans les possibilités. Refusé à ce moment-là, suite à un tel processus consultatif et démocratique, la création d'un nouveau canton au niveau suisse, ça aurait déclenché une crise majeure. Et c'est aussi pour cela qu'il y a eu une mobilisation très forte des autorités fédérales dans tous les autres cantons suisses pour expliquer ce que représentait la création d'un nouveau canton, y compris parmi donc les élites politiques jurassiennes, ceux qui ont fait partie de l'Assemblée constituante, qui ont créé la constitution du nouveau canton du Jura. Il y a eu un gros effort pour expliquer ce qu'on avait voulu faire et ce qui a amené à un vote quand même avec 80%, plus de 80% et l'ensemble des cantons, tous favorables à l'entrée d'un nouveau canton dans la Confédération. Mais je pense que là, effectivement, c'était qui tout double, à mon avis. Est-ce que la loi fédérale prévoit, s'il y a un canton qui veut être indépendant, puis devenir indépendant, c'est prévu dans la Constitution suisse? Oui, si une population souhaite revendiquer évidemment revendiquer la création d'un nouveau canton, il est possible qu'elle fasse introduire cette revendication par une initiative. Ah, c'est pas ça. Pardon. Le canton peut devenir un pays indépendant, en dehors de la Suisse. Ah. Est-ce que ça, c'est prévu dans la Constitution suisse? Non, c'est pas prévu et c'est pas. Alors, si une sécession extra-helvétique qui, comme je l'ai dit dans le cas jurassien, n'a jamais touché véritablement les populations et n'a jamais été mise en avant dans tout le processus. Alors là, évidemment que ça aurait posé un problème au niveau fédéral et que c'était quelque chose qui était voué à l'échec. On ne peut pas sortir d'un canton en Suisse pour créer un État indépendant. En tout cas, on ne l'a pas imaginé comme tel dans la Constitution fédérale. Bon, on arrive, ça tombe bien parce que justement on arrive au bout de nos 90 minutes, 90 minutes. Et donc, pardon ? J'étais un peu long. Non, pas du tout, pas du tout. Non, justement la preuve c'est qu'il n'y a pas de questions, ça veut dire que vous avez répondu à toutes les questions déjà d'avance. Donc je remercie tout le monde et spécialement, donc je répète, le professeur Claude Hauser et le consul général de la Suisse, M. Pascal Lecoster, ici présent pour cet effort collectif. Ce duopole, moi comme avocat de la concurrence, je parle d'un duopole qui pour une fois a des effets bénéfiques pour la concurrence d'idées dans le cas d'espèce. Merci, bonne soirée à tout le monde. Bona nit. Gràcies a la Jorina Prats i a Lluís Balcells per assegurar, la Jorina Fuig, assegurar el so. Gràcies. Bona nit.